C'est l'heure de l'information et du journal magazine avec Gabriel Attal. Gabriel, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne YouTube Radio J, sur notre page Facebook et que vous pourrez retrouver ensuite en podcast sur notre site internet radioj.fr. Donald Trump a révélé son plan de paix hier soir aux côtés de Benjamin Netanyahou à la Maison-Blanche à Washington. Un deal du siècle salué par Israël mais rejeté par les Palestiniens. Nous recevrons à ce propos André Caspi, historien et spécialiste de l'histoire des États-Unis au début de ce journal. Reuven Rivlin se trouve lui actuellement à Berlin pour les commémorations des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz. Devant le Parlement allemand, le président israélien a déclaré que la responsabilité de l'Allemagne est très lourde et a mis en garde contre le retour de l'antisémitisme qui plane à nouveau sur l'Europe. Et en France, l'Académie des Césars a dévoilé les films nominés pour la 45e cérémonie des Césars qui se tiendra le 28 février prochain. C'est le film J'accuse de Roman Polanski qui se place en tête avec 12 nominations. À la fin de ce journal, vous retrouverez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Radio J. Serait-ce le plan de paix de la discorde ? Donald Trump a donc révélé son deal du siècle après 2 ans à plancher dessus. Un projet salué par l'État hébreu mais rejeté par les Palestiniens. Le plan prévoit l'application de la souveraineté israélienne sur les implantations israéliennes de Judée-Samarie, sur la vallée du Jourdain et une zone près de la mer Morte. Jérusalem restera la capitale indivisible d'Israël, a insisté le président américain en proposant de créer une capitale de l'État palestinien cantonné dans des faubourgs de la partie orientale de Jérusalem. Benjamin Netanyahou, présent aux côtés de Donald Trump, a salué une journée historique. Le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a de son côté affirmé que le plan ne passerait pas. L'État palestinien démilitarisé occuperait près de 70% de la Judée-Samarie, reliée à la bande de Gaza par un tunnel, et ne verrait le jour que sous plusieurs conditions, dont le rejet clair du terrorisme. Les réactions dans le monde sont nombreuses. La France a insisté sur la nécessité d'une solution à 2 États, respectant le droit international. Paris exprime sa conviction que la solution des 2 États en conformité avec le droit international et les paramètres internationalement agréés est nécessaire à l'établissement d'une paix juste et durable au Proche-Orient, a déclaré la porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Les Émirats arabes unis ont salué un important point de départ pour un retour à la table des négociations et l'Arabie saoudite a dit apprécier les efforts de Donald Trump. L'Égypte a pour sa part appelé Israéliens et Palestiniens à un examen attentif et approfondi du plan. La Ligue arabe a annoncé, elle, la tenue d'une réunion urgente samedi suite à la présentation du plan de paix américain. L'ayatollah iranien Ali Khamenei a déclaré que le plan de paix du président américain Donald Trump pour le conflit israélo-palestinien était voué à l'échec et que toutes les nations musulmanes devraient s'y opposer. Donald Trump a révélé hier soir le plan de paix américain à la Maison-Blanche en présence de Benjamin Netanyahou. Nous recevons à ce propos André Caspi, historien spécialiste de l'histoire des États-Unis et auteur de La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine aux éditions de l'Observatoire. Bonjour André Caspi. Bonjour. Première question simple, André Caspi, est-ce que ce plan a des chances d'aboutir ? Écoutez, il faut choisir entre les optimistes et les pessimistes. Et moi, je choisirais plutôt du côté du pessimisme. Je pense que ce plan n'aboutira pas. Alors, c'est un plan qui est important parce que ça fait 3 ans que Donald Trump l'annonce. Il a laissé passer un certain nombre de fuites il y a quelques mois. Donc, tout cela, en somme, c'est, comme il dit, le deal du siècle. Mais je crois que l'opposition au plan est plus forte que l'approbation. Ce deal du siècle réjouit Israël et fait enrager les Palestiniens. N'était-ce pas prévisible ? Les Palestiniens souhaitent-ils réellement la paix ? Alors, je ne sais pas si les Palestiniens souhaitent réellement la paix. J'espère que oui, mais je n'en suis pas certain. Cela dit, ce plan réjouit les Israéliens parce que c'est un plan qui est tout à fait en faveur d'Israël. Ce que l'on peut dire, c'est qu'aucun président des États-Unis n'était allé aussi loin dans le soutien aux revendications israéliennes, en tout cas aux revendications qui sont exprimées par le Premier ministre israélien. Ça veut donc dire que c'est un plan qui penche du côté d'Israël, mais
qui automatiquement suscite l'opposition de la part des Palestiniens. Mais ce que je crois, c'est que il y a quand même, avec tout cela, deux autres groupes d'acteurs qui sont importants. Le premier groupe d'acteurs est composé par des États arabes qui ont déjà des relations avec Israël. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de la Jordanie. Ça veut dire que ces États-là sont un peu embarrassés parce que d'un côté, ils soutiennent les revendications israéliennes, plus ou moins, mais ils soutiennent plutôt les revendications palestiniennes qu'israéliennes. Ce qui veut donc dire qu'ils sont proches des États-Unis tout en étant critiques à l'endroit du plan que présente Donald Trump. Et puis, au-delà de cela, il y a quand même toute une série de groupements d'États arabes qui sont profondément hostiles à l'État d'Israël. Et je crois que dans cette région du monde, le problème essentiel, le problème principal, celui qui préoccupe le plus ceux qui habitent dans cette région et même ceux qui n'y habitent pas, comme les Européens ou les Américains, le problème essentiel, ça n'est pas la réconciliation entre Israël et les Palestiniens, c'est la menace iranienne. C'est-à-dire que c'est l'Iran, en fait, qui aujourd'hui pourrait être le détonateur d'un conflit dans cette partie du monde, beaucoup plus que le problème palestinien. Le problème palestinien, il existe depuis 70 ans. Ça n'est pas d'un coup de baguette magique qu'il va être résolu. Un plan de paix sans la présence d'un des deux partis, Mahmoud Abbas en l'occurrence, n'est-ce pas un raté pour le président américain ? C'est un raté, oui et non, parce que n'importe comment, Mahmoud Abbas n'a plus de relation avec Washington depuis déjà plusieurs mois, sinon plusieurs années. Mahmoud Abbas a considéré que la reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël était un véritable camouflet à l'encontre des Palestiniens, que la reconnaissance de la suprématie israélienne sur le Golan allait dans le même sens, que la fermeture de la représentation palestinienne à Washington et l'arrêt de toute aide financière des Américains au gouvernement de Mahmoud Abbas, tout cela constitue en somme des actes d'agression d'après Mahmoud Abbas. Par conséquent, les Palestiniens, évidemment, n'étaient pas partie prenante dans l'élaboration du plan, ils n'y sont toujours pas, et de plus, les Palestiniens eux-mêmes sont extrêmement divisés, puisque d'un côté le Hamas à Gaza et de l'autre côté Mahmoud Abbas en Cisjordanie, c'est quand même deux entités qui se détestent, mais qui au moins ont un point commun, c'est que elles ne reconnaissent pas l'État de juif. Donc ce qu'on peut dire, c'est que l'absence des Palestiniens était prévisible. L'absence des Palestiniens est évidemment nuisible à la réalisation de l'accord, et c'est peut-être ce qui explique le pessimisme. André Caspi, d'un côté, Donald Trump parle de Jérusalem, capitale indivisible d'Israël, et de l'autre, il crée une capitale du futur État palestinien dans la partie orientale de Jérusalem. N'est-ce pas contradictoire ? Abbas a déclaré que Jérusalem n'est pas à vendre. Alors, je pense que là, il faut d'abord distinguer un point positif, c'est que Donald Trump ne souhaite pas l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Il prévoit, comme c'est d'ailleurs la position des États-Unis depuis longtemps, il prévoit la création de deux États. Un État palestinien qui serait à côté de l'État d'Israël. Mais d'autre part, qu'est-ce qu'il accorde aux Palestiniens dans son plan ? Un faubourg de Jérusalem, un faubourg qui ne comprend pas les lieux saints, un faubourg qui ne correspond pas, si vous voulez, à la Jérusalem symbolique. Donc, pour les Palestiniens, c'est tout à fait insuffisant. Et d'autre part, quand on regarde une carte et qu'on voit comment Donald Trump imagine la répartition des territoires entre les Palestiniens et les Israéliens, il est évident que l'État palestinien, s'il existait, si les Palestiniens voulaient bien le créer, serait un État bizarrement constitué, c'est-à-dire de plusieurs morceaux détachés les uns des autres,
avec à l'intérieur tunnel, de chacun de ces morceaux des implantations israéliennes. Avec un Donc, tunnel en fin de reliant la bande de Gaza à la partie de l'État palestinien en Judée-Samarie. Oui, c'est-à-dire que, oui, avec un tunnel, bien sûr. Mais enfin, tout cela voudrait dire quand même que c'est un État assez bizarrement constitué. Et il est évident que dans cette perspective-là, il y a aucune possibilité pour que les Palestiniens reconnaissent acceptent ce genre de plan. André Caspi, à part un coup de pouce politique à Bibi Netanyahou, à un peu plus d'un mois des élections législatives du 2 mars, qu'est-ce que ce plan peut changer dans l'ordre mondial ? Bon, écoutez, je crois pas grand-chose, parce que, en fin de compte, je pense, mais je n'en ai aucune certitude, je pense que les motivations de Donald Trump sont de 3 ordres. Tout d'abord, il s'agit pour lui de détourner l'attention du procès d'impeachment dont il est la vedette, pourrait-on dire, et même si la destitution est peu probable, aujourd'hui, les journaux américains parlent beaucoup plus du procès d'impeachment que du plan sur les relations entre Israël et les Palestiniens. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les Américains qui soutiennent le plus Donald Trump, ce sont les évangéliques, c'est-à-dire des chrétiens fondamentalistes qui considèrent que le retour du peuple juif en Israël annonce la fin du monde et que cette fin du monde permettra la seconde venue de Jésus. Donc, c'est ça la clientèle de Donald Trump. Ce ne sont pas les juifs américains. Les juifs américains votent dans leur très très large majorité pour les démocrates, ils votent pas pour les républicains. Donc ça veut dire que Donald Trump a aussi des perspectives de politique intérieure. Et puis finalement, Donald Trump choisit entre les deux candidats à la présidence, enfin disons les deux candidats israéliens, entre Benjamin Netanyahou et Benny Gantz, il choisit Netanyahou. Alors ça veut dire que il prend parti. Et en prenant parti, c'est une manière pour lui d'intervenir dans le processus électoral qui se déroule actuellement en Israël. Et peut-être aussi, c'est une manière de sauver Netanyahou des accusations qui pèsent sur lui et qui vont être débattues par la Knesset. André Caspi, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes historien spécialiste de l'histoire des États-Unis et auteur de La Nation armée, les armes au cœur de la culture américaine, aux éditions de l'Observatoire. Au revoir et à bientôt sur Radio J. Au revoir. Benjamin Netanyahou devait initialement demander dès dimanche en Conseil des ministres d'approuver l'application de la souveraineté israélienne de certaines parties de la Judée-Samarie. Les responsables israéliens n'ont cependant pas indiqué sur quel territoire le Premier ministre allait précisément demander à son cabinet d'appliquer la souveraineté de l'État hébreu. Le ministre du Tourisme israélien Yariv Levin, un proche de Netanyahou, a quant à lui émis des doutes sur l'urgence de la demande et a déclaré à la radio que le gouvernement ne discuterait pas de la souveraineté israélienne car le délai est trop court. Les commentaires de Levin sont intervenus quelques heures seulement après que le conseiller américain Jared Kushner a déclaré dans une interview à CNN qu'il n'était pas au courant d'une éventuelle décision israélienne de voter pour l'application de la loi israélienne aux implantations israéliennes en Judée-Samarie dimanche. Le Likoud a finalement tranché ce matin. Il n'y aura pas de vote en Conseil des ministres sur la question dimanche. Yariv Levin a en effet indiqué que le vote avait été reporté pour des raisons techniques. On connaît donc depuis hier les détails du plan de paix de Donald Trump. Si le Premier ministre israélien l'a accepté, les Palestiniens ont déjà opposé une fin de non-recevoir. Israël doit-il craindre une nouvelle escalade sur le terrain ? Les explications à Jérusalem de Pascal Sunshine. Israël entre dans une zone de turbulence ou en tout cas d'incertitude sécuritaire. Tout nouvel ingrédient ajouté au fragile équilibre israélo-palestinien est susceptible de déclencher une réaction violente. Cela s'est déjà malheureusement vérifié à l'occasion des précédents processus diplomatiques et en particulier au cours des années 90 où l'on avait assisté à la montée en puissance du Hamas et de ses attentats suicides, mais aussi des groupes armés du Fatah qui servaient de levier à Yasser Arafat pour faire pression sur Israël.
Israël. Aujourd'hui, la réalité sur le terrain est évidemment différente. Le Hamas et le Fatah sont devenus deux organisations rivales, voire ennemies. La première règne sur la bande de Gaza et la seconde sur la Cisjordanie. Une opposition commune au plan de paix américain peut-elle être le moteur d'une réconciliation régulièrement mise en échec depuis près de 15 ans? Ce sera l'un des premiers développements à suivre. Hier soir, pour la première fois, le chef de l'autorité palestinienne a convié des représentants du Hamas et même du djihad islamique en Cisjordanie à participer à la réunion d'urgence qui s'est tenue à Ramallah, et il a aussi parlé au leader du Hamas, Ismaël Haniyeh. Ensuite, se pose la question de la capacité de mobilisation de l'autorité palestinienne. Dans les agglomérations de Cisjordanie, les manifestations restent jusqu'à présent d'une ampleur limitée. La situation peut évoluer si Mahmoud Abbas les déplace vers les faubourgs où sont situés les checkpoints de Tsahal. Mais là encore, si la population ne répond pas en masse, l'effet restera limité. Et les expériences passées n'incitent pas non plus les Palestiniens à soutenir une nouvelle escalade face à Israël, alors que leur situation, en tout cas en Cisjordanie, s'est relativement améliorée au cours des dernières années. Le Hamas, de son côté, a déjà fait la preuve de sa capacité de nuisance, mais n'apportera son appui armé à l'autorité palestinienne que s'il est sûr d'en tirer avantage, notamment en reprenant pied en Cisjordanie. Tout dépendra donc d'une décision stratégique du chef de l'autonomie. Outre un rapprochement avec le Hamas, il a absolument besoin de reformer un front arabe uni. Mahmoud Abbas tente de mobiliser le soutien des États arabes qui réuniront ce week-end au Caire leur ministre des Affaires étrangères. Une résolution unanime le remettrait en position de force face aux États-Unis, en lui permettant aussi de rallier l'appui des Européens. Il pourrait alors concentrer son opposition sur le front diplomatique. Si en revanche, il ne parvient pas à mobiliser les pays arabes en sa faveur, le chef de l'autonomie pourrait opter pour une radicalisation et mettre à exécution ses menaces de cesser la coopération sécuritaire avec Israël, voire de résilier les accords d'Oslo et même de démanteler l'autorité palestinienne. Dans ce cas, le spectre d'une troisième intifada pourrait devenir réalité. Radio J, il est 14h19, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant pour la suite du journal. The Eden Reichel Project chante pour le KKL. À l'occasion de Toubishvat et du lancement du projet KKL JNF 2040, le KKL de France présente Eden Reichel Project avec ses 14 musiciens sur la scène de la salle Playel. Rendez-vous lundi 10 février à la salle Playel. Réservation au 01 42 86 88 88, kkl.fr, salleplayel.com et réseau habituel. Salut, moi c'est Ilana, j'ai 23 ans. J'habite à Tel Aviv en colocation avec une américaine, une brésilienne et une marseillaise. Actuellement, je fais un stage en tant qu'assistante de marketing dans une start-up. Et si j'en suis là, c'est grâce au projet Massa. Avec un accompagnement personnalisé et un ulpan intensif, je pars tous les jours à la découverte de la société israélienne. Un vrai tremplin pour ma vie professionnelle. Si toi aussi tu souhaites vivre en Israël ou y passer quelques mois, je te conseille de venir au salon Orientation. Elat ? Partez en février avec Israël Sun Express pour une semaine de rêve à Eilat à partir de 649 € par personne. Prix comprenant le vol, le séjour et les transferts. En vente exclusivement chez votre agent de voyage. Radio J, 14h20, la suite du journal magazine Gabriel Attal. Oui, Philippe, Benyamin Netanyahou reviendra-t-il de Moscou avec Nahama Issachar dans ses valises? Le Premier ministre est parti de Washington pour rejoindre la capitale russe pour présenter le plan de paix américain à Vladimir Poutine et également discuter de la demande de grâce de la jeune israélienne emprisonnée Nahama Issachar. Les explications d'Aniel Haïk de Jérusalem. L'objectif officiel de cette rencontre est justement de tenir au courant le président russe des développements liés au plan de paix américain dans la région. Mais derrière cette mission, on estime que le Premier ministre pourrait bel et bien ramener dans son avion Nahama Issachar en Israël. En effet, la demande de grâce déposée par la jeune femme a été étudiée et validée par le gouverneur de Moscou. Et désormais, la balle est dans le camp de Vladimir Poutine qui seul peut gracier de la grâce présidentielle Nahama Issachar. Dans ce cas, le Premier ministre pourrait donc ramener la jeune femme en Israël, ce qui devrait certainement contribuer à augmenter sa cote de popularité
à un mois des élections législatives. Yafa Issarar, la mère de Nahama, rencontrera le consul israélien à Moscou aujourd'hui et remettra des objets à Nahama ainsi qu'une lettre qu'elle lui a écrite. « Je suis très tendu et excité. Le moment que j'attends depuis 10 mois approche. Je ne sais pas si cela se produira aujourd'hui ou demain », a-t-elle déclaré à Channel 13. 2 groupes de ballons avec des dispositifs suspects ont été repérés dans 2 kibbutzim près de la frontière avec Gaza ce matin, a déclaré le porte-parole de la police dans un communiqué. Les ballons initialement étiquetés comme des ballons incendiaires ont été repérés dans le kibbutz Ruhama et le kibbutz Dorot et auraient probablement volé depuis la bande de Gaza selon un rapport du site Ynet. Les 2 amas de ballons ont atterri dans des champs ouverts dans le sud. La police est actuellement sur les lieux et a fermé la zone pendant qu'elle s'occupe des ballons. Reuven Rivlin en visite à Berlin commémore aujourd'hui devant les députés allemands la libération du camp nazi d'Auschwitz il y a 75 ans. Le président israélien a d'abord déclaré que la responsabilité de l'Allemagne est très lourde. L'antisémitisme pénètre les strates gouvernant en Europe. Le peuple d'Israël s'est relevé de ses cendres et a fondé un État juif et démocratique, a ajouté Reuven Rivlin. Les Iraniens ont pour aspiration de détruire Israël. Notre destruction est pour eux un objectif, a également ajouté le président israélien. Reuven Rivlin est seulement le 2e chef de l'État hébreu après Shimon Peres en 2010 à participer à ces commémorations devant des élus qui comptent à présent dans leur rang 89 membres députés du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, l'AfD. Aux Pays-Bas, le tribunal du district de la Haye a déclaré ne pas être compétent pour juger les accusations de crimes de guerre portées par un ressortissant palestino-néerlandais, Ismail Ziada, contre le chef de file de l'Alliance bleu-blanc, Benny Gantz. Ziada avait demandé en septembre dernier l'ouverture d'une affaire en vue d'un procès pour crimes de guerre contre Benny Gantz et un autre ancien dirigeant militaire. Au cours de l'opération Bordure protectrice à Gaza en 2014, le requérant avait perdu 6 de ses proches lors d'un bombardement. L'avocate de Ziada avait estimé que l'affaire pouvait être instruite en vertu de la loi néerlandaise qui dispose d'une compétence universelle en matière civile pour les citoyens qui ne peuvent obtenir justice pour des crimes de guerre commis ailleurs. Benny Gantz était le chef de l'état-major des forces israéliennes lors de l'opération Bordure protectrice à Gaza en 2014. Pour rappel. La commission électorale israélienne a voté aujourd'hui en faveur de l'exclusion de la députée de la liste arabe unifiée Eba Asbak, invalidant sa candidature aux élections législatives du 2 mars avec pas moins de 27 voix pour, 7 voix contre. La commission dirigée par un juge de la Cour suprême et composée de représentants de différentes factions politiques a approuvé la demande d'exclusion de Madame Yazbak déposée par un membre du Likoud dénonçant son soutien au terrorisme contre Israël. La commission électorale centrale a également voté à l'unanimité de 13 voix contre 0 pour disqualifier le parti libre de Larissa Trembolvler Amir, l'épouse de l'assassin de Yitzhak Rabin, Yigal Amir. Le président Yitzhak Shmouly a déclaré au comité que le seul but de ce parti était de faire libérer Yigal Amir de prison. Israël a détecté et prévenu une cyberattaque très grave contre l'une des centrales électriques du pays, a déclaré aujourd'hui le ministre de l'énergie Yuval Stenitz, s'adressant à la conférence Cybertech Global Tel Aviv 2020. Stenitz a déclaré que la tentative d'attaque avait été détectée il y a quelques mois et représentait l'une des rares cyberattaques graves contre les installations énergétiques israéliennes à ce jour. Elle a été détectée et neutralisée, mais il s'agissait d'une tentative très sérieuse et sophistiquée de tenter de contrôler et de paralyser l'une de nos centrales électriques, a déclaré Yuval Stenitz, ajoutant que l'attaque visait un certain nombre de sites supplémentaires. On fait à présent le point sur le coronavirus. Un avion français doit atterrir demain à Wuhan, foyer de l'épidémie en Chine, afin de ramener les premiers rapatriés français, probablement vendredi, selon la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Ces personnes seront soumises à une quarantaine de 14 jours à leur retour. Les autorités sanitaires chinoises ont dénombré, quant à elles, aujourd'hui 5974 cas confirmés de contamination en Chine continentale, soit plus de 1400 de plus que la veille, tandis que le bilan s'aggravait à 132 décès.
En France, le Conseil représentatif des institutions juives de France a annoncé hier sur son compte Twitter le décès de Théo Klein à l'âge de 99 ans. Arrière-petit-fils du grand rabbin de Colmar, il avait présidé le CRIF de 1983 à 1989. Ancien responsable de la résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, Théo Klein avait mené une longue carrière d'avocat en parallèle de ses engagements communautaires, d'abord à l'Union des étudiants juifs de France, puis au Congrès juif européen. 8e journée nationale interprofessionnelle de mobilisation contre la réforme des retraites à l'appel de l'intersyndicale. Le cortège est parti à 13h45 tout à l'heure de la place d'Italie et se rendra aux Invalides. Il est particulièrement encadré par les forces de l'ordre. Des manifestations ont également démarré dans la matinée en région. Des défilés ont par exemple lieu à Rennes, Toulouse, Marseille ou encore Bordeaux. Cette journée de manifestation intervient alors que les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, ont démarré leur parcours à l'Assemblée nationale. Après leur adoption vendredi en Conseil des ministres, ils sont pour le moment débattus en commission avant un examen dans l'hémicycle à partir du 17 février. Et enfin, l'Académie des Césars a dévoilé aujourd'hui l'ensemble des nominations pour la 45e cérémonie qui aura lieu le 28 février prochain. Le film J'accuse de Roman Polanski est en tête avec 12 nominations. J'accuse est notamment nommé dans les catégories majeures meilleure réalisation et meilleur film. Les Misérables de Lajli et La Belle Époque de Nicolas Bedos enregistrent chacun 11 nominations. Ils sont en lice entre autres pour le meilleur film. Le film Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma enregistre lui 10 nominations. Les Césars ne doivent pas avoir des positions morales, a déclaré le président de l'Académie, Alain Tersian, au sujet de Roman Polanski. Radio J, il est 14h28, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h. Et dans un instant, vous retrouvez l'émission Israël Startup Nation présentée par Daniel Rouache. Bon après-midi à tous.